Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Après cette Angleterre-Nouvelle-Zélande qui a soulevé les foules et ravi les tenants du on en a marre des Blacks et vivement qu'ils se fassent battre. On va revenir en long et en large, mais pas en travers parce que sinon il y a pénalité, sur ce que d'aucuns appellent le chef-d'œuvre anglais. Puis on fera un gros plan sur Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, sa personnalité atypique et son plan sur 4 ans qui se déroule sans accroc, et on aime qu'un plan se déroule sans accroc. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Richard Esco, salut Richard. Bonsoir à tous et à toutes. Et Dominique Sartel en direct du Japon, salut Dom. Konnichiwa. Waouh. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors, on s'y attendait un peu, surtout toi, Clem, qui a été le seul ici à donner les Anglais gagnants de leur demi contre les Blacks. On s'y attendait un peu à cette victoire de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, mais pas comme ça, pas aussi éclatante, pas aussi fessante, oserais-je. 19-7, des Blacks complètement éteints et un match qui a emballé plein de gens. Pas tous, mais plein de gens. Au stade, Dom, t'étais à Yokohama, ça donnait quoi comme ambiance là-bas ? C'était assez équilibré au niveau des supporters, beaucoup plus que par exemple évidemment à Twickenham au mois de novembre où le Swing Low Sweet Chariot avait carrément étouffé le haka. Là, c'était très équilibré entre les deux bandes anglaises et néo-zélandaises. Et au stade, vous aviez conscience tous d'être devant un grand match ? Oui, très rapidement, parce que dans la tribune de presse, on sentait que il y avait une forme d'ébullition, parce que je crois que les Anglais ont franchi 6 fois, ont pénétré 6 fois dans les 22 des Néo-Zélandais en un quart d'heure. De toute façon, le ton de ce match-là, il a été donné dès le haka. Il faut quand même être une équipe drôlement confiante en elle, drôlement sûre de ses forces pour oser défier le haka comme ils l'ont fait, ou alors avoir une trouille phénoménale. Mais la manière dont ils l'ont fait, c'était justement pas de la trouille. Ils étaient pas comme les Français en 2007 ou en 2011, main dans la main. Ils étaient tous droits dans leurs bottes face aux Néo-Zélandais. Farrell qui faisait des clins d'œil à Aaron Smith, un sourire de garnement aux lèvres. Et franchement, il y avait déjà dans ce défi-là tous les ferments de ce qu'on a vu après, quoi. C'est une équipe en archi confiance, vraiment confiante dans ses moyens, et elle l'a montré après pendant le match. C'est élevé de la victoire de Winston Churchill, quoi. C'est-à-dire ils ont enveloppé le haka des Néo-Zélandais. En 2011, la France s'était opposée à un haka qui était un haka latéral, Ils étaient tous placés les uns à côté des autres sur 3-4 lignes, et leur avait opposé cette flèche qui venait les percer en plein cœur. Ça les avait complètement déstabilisés parce que c'était un vrai symbole maori qui était opposé au haka. Donc du coup, ils ont modifié, eux se sont mis en flèche systématiquement. Et là, je trouve que le génie des Anglais, ça a été de se V de la victoire, enveloppant. Et comme tu le dis, ces sourires, alors un peu à l'anglaise, quoi, sarcastique, ironique, décalé. Et je pense que quand on voit la gueule que faisait Aaron Smith en étant comme ça, presque agressé, sans un mot, sans un geste, sans rien, moi j'ai trouvé ça sublime. Et après, derrière, il faut assurer. Et pendant 2 minutes, ils ont pris le ballon, ils ont marqué un essai. Je pense que cette marque anglaise-là, on n'est pas prêt de s'en séparer. En fait, je pense que ce n'était pas un V de la victoire. C'était, d'après ce que j'ai compris, c'est Eddie Jones qui a suggéré ça aux joueurs, justement la flèche inversée, comme la pointe serait à l'envers pour absorber l'énergie du haka. D'accord. Ok. Intéressant. Une précision, effectivement, qui ouvre beaucoup de perspectives, oui. Clem, tu m'as carrément parlé de chef-d'œuvre. Toi, en parlant de ce match, c'était ça, cette Angleterre-Nouvelle-Zélande Ouais, c'est un chef-d'œuvre tactique d'Eddie Jones et évidemment de tous ses joueurs parce qu'ils ont suivi à la lettre le plan qui avait été élaboré. Moi, j'ai trouvé que c'était
C'était brillant à plusieurs aspects. C'était brillant parce que ils ont sans cesse repoussé les All Blacks loin de leur camp. Les stats de l'occupation sont sans appel. Je crois que c'est 62% pour les Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont obligé les Blacks à jouer dans leur camp, ce que les Blacks détestent. Les Blacks aiment jouer dans leur camp sur des ballons de récupération. Ça, oui. On l'a vu d'ailleurs en première mi-temps. Il y a eu plusieurs contre-attaques des Néo-Zélandais qui ont failli faire mouche. Mais lancer des mouvements sur leur propre possession de très loin, ils aiment pas ça. Donc la bataille stratégique, notamment la bataille stratégique des 2-10, Ford Farrell face à Mo'unga et Barrett, c'est les Anglais qui l'ont gagné dans un premier temps. Ensuite, et ça c'est vrai que c'est la recette éternelle face aux All Blacks, il faut les bouffer dans l'agressivité, dans le 1 contre 1, dans la dureté sur l'homme. Et là-dessus, les Anglais, ils ont été monumentaux. Enfin, ça a vraiment été une démonstration. On peut penser au tampon d'Underhill sur Jordie Barrett qui symbolise ça. Et enfin, dernier aspect, c'était la défense collective qui a également très très bien fonctionné, avec des montées extrêmement rapides sur les extérieurs, ce qui a toujours obligé les Néo-Zélandais à revenir dans la nasse, quoi, et à se retrouver coincés. Et là, après, on a vu Itoje et ses bras télescopiques gratter un nombre de ballons incalculable, Underhill faire du petit bois des attaquants néo-zélandais, Ford et Farrell qui s'en sont donnés aussi à cœur joie en défense. Donc voilà, c'est stratégiquement que les Anglais ont éteint entre guillemets les Néo-Z, quoi. Je rappelle juste une stat, si les Néo-Zélandais étaient fanny à la mi-temps, 0 points, c'est une rareté pour eux. C'était pas arrivé depuis 2012 et c'était déjà face à l'Angleterre. En Coupe du Monde, il faut remonter à 91. Donc tout ça montre à quel point le plan stratégique d'Eddie Jones a fonctionné à merveille. Il y a aussi le secteur de la touche qui a été très important parce que les All Blacks aiment bien lancer le jeu à partir de la touche et ils avaient mis un sauteur supplémentaire et le Steve Borswick, l'entraîneur anglais de la touche, a complètement aidé les joueurs à parer cette tactique, ce qui n'avait pas été le cas lors du test à Twickenham en novembre que les Anglais avaient perdu d'1 point en perdant, je crois, 6 touches sur leur propre lancer. Évidemment, c'est facile à dire a posteriori, mais je trouve que c'est assez symptomatique cette histoire du pari de Scott Barrett. Donc, rappelons, Scott Barrett, c'est un deuxième ligne. Hansen a décidé de le faire jouer flanqueur. Ça a surpris tout le monde. On s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il prépare ? Donc, effectivement, il y avait cette volonté d'apporter une option supplémentaire en touche, d'apporter de la taille sur le terrain. Et je me souviens de la réaction d'Eddie Jones lorsque l'annonce de l'équipe néo-zélandaise est tombée. Il a dit, Scott Barrett, en gros, nous, on s'en fout, c'est pas ça qui va nous faire changer de plan. Donc, en fait, on avait déjà là, d'un côté, une équipe qui tente un coup, peut-être parce qu'elle n'était pas si sûre d'elle-même que ça, et de l'autre une équipe qui a répondu à ça par le mépris en restant fidèle à ses convictions à elle, et ses convictions à elle, c'était que avant de se gagner en l'air, le match il allait se gagner au sol, grosso modo, pour schématiser, et avec 2 flanqueurs qui font 1m85 chacun, finalement c'est ça qui a fonctionné, quoi. Curry et Underhill. Barrett, la preuve, il est sorti à la mi-temps. Il fait rentrer Sam Cane à sa place et c'était trop tard dans un sens, quoi. Le sort du match était pas complètement joué, mais ça avait déjà basculé un peu en faveur des Anglais. Richard, les forces, je sais pas, de cette équipe anglaise. La force de cette équipe anglaise, c'est sa conviction. C'est pas, je pense que la conviction, elle est pas née de la Coupe du Monde. Elle est pas dans la phase finale. C'est un projet de 4 ans. Ça remonte même peut-être à Stuart Lancaster en 2013, quand il fait confiance à une jeune génération. La force de cette équipe, c'est d'abord la personnalité de ses joueurs. Dominique pourra nous en parler. Elle les suit depuis longtemps, mais ce sont des joueurs qui sont très durs mentalement et qui sont devenus très très durs au mal. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont été champions du monde chez les jeunes. Stuart Lancaster, qui est un homme du sérail, les a lancés. Malheureusement pour lui, il s'est planté en 2015. Eddie Jones a apporté sa patte. Mais je crois que l'Angleterre, c'est d'abord la force d'une nation qui est tournée vers un objectif. L'équipe, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une nation qui était en retard dans tous les domaines et qui a rattrapé tous ces domaines-là. Et nous, elle nous présente un miroir qui n'est pas à notre avantage, parce qu'on a quasiment à peu de choses près les mêmes ingrédients pour réussir. On n'y arrive pas. Je crois que c'est d'abord une volonté nationale. Quand une nation comme l'Angleterre décide d'être championne du monde dans un domaine, eh bien, en particulier le rugby, le sport qu'elle a inventé, elle y parvient. Et moi, c'est ce qui me... Enfin, elle y parvient, on va voir, il reste un match quand même. C'est ce qui me frappe le plus, oui. Alors, je vois pas comment les Sud-Africains, avec ce jeu monolithique, peuvent y arriver, mais on en parlera après. Dom, toi justement, on rappelle, tu suis l'Angleterre
Depuis longtemps, tu connais bien Eddie Jones aussi. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, oui, depuis l'Angleterre. Tu l'as vu évoluer, toi, cette équipe, peu à peu ? Tu as vu de construire le projet ? Oui, j'ai vu. Oui, tout à fait. Le projet s'est construit, effectivement, sur déjà des bases très solides, parce que ce que Stuart Lancaster avait amené, c'était pas rien. Et Eddie Jones, je pense qu'on a quand même bénéficié au moins pendant la première année, mais je pense qu'Eddie Jones a apporté un état d'esprit un peu plus conquérant, en affirmant dès le premier rendez-vous avec les joueurs, qu'il voulait gagner la Coupe du Monde et qu'il a tout point par point, étape par étape construit pour cet objectif-là. Et tout ce qui s'est passé entre sa prise de fonction et la finale samedi, c'était pour lui dans sa tête, c'est sûr, des étapes qui amènent peut-être au titre de champion du monde. Dom, est-ce que à ce compte-là, est-ce que tu peux raconter ce qu'il y a là, le grand tableau du centre d'entraînement ? À Penny Hill, oui, le centre d'entraînement des Anglais, c'est vrai que même ce centre d'entraînement, on a l'impression qu'il était déjà conçu bien avant, puisque c'est le centre d'entraînement depuis 2003. Mais là, il y a eu des petits changements. Donc déjà, quand on rentre, il y a une phrase « The home of an Englishman is his castle. This is our castle ». En fait, c'est notre château, parce que curieusement, il loge dans un hôtel c'est pas un château, mais ça pourrait être un château, c'est hyper luxueux. Mais Eddie Jones, tout de suite, il a dit non, notre château, c'est pas l'hôtel, c'est là où on va s'entraîner. Et il a construit dans la salle où il y a le terrain synthétique. Tout un mur est un grand tableau où tous les matchs depuis qu'il est arrivé, donc depuis 2016, le tournoi 2016, sont notés avec la date du match, le score, et à chaque fois 2 petits mots qui disent que les joueurs travaillaient sur ce match-là, et étape après étape, en fait, ils ont construit. Chaque match était un moyen d'acquérir un outil pour arriver jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est comme un rétro planning, c'est-à-dire que Bob Dwyer avait fait la même chose en 91 en indiquant à ses joueurs qu'ils seraient champions du monde, et c'est à partir de ce travail-là, en rétro planning, que tout était fait en disant voilà, on va être champion du monde là, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour arriver à ça, et après on déroule tous les matchs. Moi, ce qui m'a le plus fasciné chez Eddie Jones, c'est qu'il avait annoncé à son biographe, Don McRae, que la 3e année serait pour lui extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et il savait qu'il serait face à des critiques, il était préparé à ces critiques, il en avait parlé à ses joueurs. Et moi, je trouve que être capable d'annoncer à l'avance que ta 3e année, qui est celle du moment de l'apprentissage, donc de la régression de ce principe d'homéostasie, être capable de dire, on va revenir en arrière, mais c'est pas grave, on sait que ça fait partie de notre apprentissage collectif. Pour moi, ça, c'est la marque d'un très grand talent de pédagogue et de manager. C'est une des clés de la réussite, sûrement, que d'anticiper aussi les moments difficiles. Oui, c'est ça. Eddie Jones, dès qu'il est arrivé, mais il le disait déjà avec le Japon, il a toujours dit que quand on prépare une Coupe du Monde, Dom, tu voulais dire c'est un plan sur 4 ans, et que la 3e année est la plus difficile parce que c'est là, lui en tout cas avec sa méthode, c'est là que les joueurs vont travailler le plus physiquement, vont vraiment pousser dans leurs limites pour acquérir un fond de physique, et que ça va provoquer des faiblesses, des matchs perdus, et c'est effectivement ce qui s'est passé, mais il l'avait dit bien avant que ça se passe. Il l'a dit dès qu'il est arrivé, il l'avait dit avec le Japon aussi. En matière d'individualité, on a beaucoup vu Itoje. Toi, c'est quoi, c'est Underhill qui t'a fait kiffer, Clément ? Il y a les fans de la délicatesse de Tulagi aussi, par exemple. Voilà. Mais j'avais dit avant ce match-là qu'il me semblait que c'était la seule équipe, l'Angleterre, qui était capable de rivaliser dans le mix puissance-vitesse avec les All Blacks. Parce que effectivement, ils ont des joueurs prototypé, quoi. Chacun a une mission assez clairement établie dans cette équipe-là et s'y tient parfaitement. Et ils ont donc au niveau puissance, il y a les 2 frangins Vunipola, il y a Underhill qui a une puissance, une arme de dissuasion massive en défense. Il y a Tuilagi qui a fait un match monumental samedi dernier. Donc voilà pour le volet puissance. Et puis après, tu as des joueurs qui sont extrêmement rapides, mais que ce soit dans la rapidité de déplacement, je pense évidemment aux 2 ailiers notamment, May et Watson, à Daly,
à Itoje qui est un joueur qui se déplace beaucoup, à Curry aussi le flanqueur, et dans la prise de décision, quoi, la vitesse de la prise de décision, c'est Young, c'est Ford, c'est Farrell, et t'as quand même un mix dans cette équipe-là qui, sur le papier, je pense, c'est c'est facile à dire maintenant, mais le meilleur du monde à l'instant T, plus fort que le mix All Black, parce que peut-être plus expérimenté. Je pense que les Néo-Zélandais manquaient d'expérience à certains postes, notamment dans le triangle arrière, et que ça, c'est pas que là que s'est joué le match, mais voilà. Et donc t'as effectivement un panel de profils dans cette équipe anglaise qui est assez unique, quoi. Moi, ce qui m'a marqué aussi chez les Anglais, c'est la défense inversée, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils étaient capables d'aller bloquer les extérieurs, un peu à l'image de, comme tu le disais, Dominique, de ce V là, de cette flèche inversée qui enveloppait le haka. Leur défense était un peu comme ça, c'est-à-dire que les extérieurs étaient bloqués et on allait fermer par un double plaquage systématique la possibilité qu'avaient les All Blacks de passer le ballon, un peu comme les Français avaient fait en 2007, c'est-à-dire un plaqueur en bas, un plaqueur en haut. Et il y a aussi un moment, moi, qui m'a vraiment, qui pour moi peut être le moment métaphorique de ce match, c'est que sous pression, les All Blacks, ils aiment ça, la pression, qu'ils sont capables de s'en sortir, mais sous cette pression anglaise extrêmement physique, j'ai vu, je crois que c'est Retallick qui a pris un ballon de son demi de mêlée sur la tête. Il était placé au mauvais endroit, alors que généralement le jeu des All Blacks est extrêmement huilé dans ce domaine-là. Il a pris le ballon sur l'épaule et sur la tête, et ça, pour moi, ça fait 10 ans que je vois pas que j'ai vu les All Blacks et j'ai jamais vu prendre un ballon sur la tête pour un deuxième ligne mal placé, ce qui prouvait que la pression anglaise était telle qu'ils arrivaient à en perdre leur rugby, les Néo-Zélandais. Dom, les individualités, elles sont mises aussi un peu en avant, ou c'est vraiment un collectif? Parce qu'on a vu vraiment ressortir des individualités aussi samedi. En même temps, on les voit pas énormément, hein, c'est très régenté, mais je pense qu'ils essayent, oui, de pas mettre beaucoup d'individualité en avant, mais voilà, ils marchent un peu par binôme. Il y a le duo des deux vieux piliers, ils apparaissent tout le temps en conf de presse ensemble. Les deux jeunes troisième lignelles aussi, Tom Curry et Sam Underhill, dès qu'ils sont toujours là tous les deux, c'est des petits jeux comme ça. Mais Itoje est seul, il y a Farrell bien sûr qui est le capitaine mais qui parle pas beaucoup, George Ford qui a pris une place énorme, hein, c'est le co-capitaine qui a regagné sa place après un passage à vide. Lui aussi, la troisième année a été difficile pour lui, voilà, il a regagné sa place. Et puis donc les individualités, celles qu'on voit, oui, c'est Itoje, Farrell et Ford, je dirais. Ok. On a beaucoup lu, Richard, que c'était un match historique, un des plus beaux matchs de tous les temps. Toi qui as joué au rugby avec Webb Ellis, tu dirais que c'est un des plus beaux matchs de tous les temps? Je sais pas si c'est de tous les temps, mais en tout cas, c'est un des matchs les plus aboutis que j'ai vus, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu de baisse de régime. De la première à la dernière minute, les Anglais ont été extraordinaires. Et face à une équipe qui est quand même double championne du monde en titre, enfin, c'est pas rien. On sait pas, tu joues pas contre les Japonais ou l'équipe de France ou l'Argentine. Tu joues contre les All Blacks qui avaient prévu d'être champions du monde. La preuve, ils ont pas acheté les droits pour le match de la 3e place. Donc, arriver à faire déjouer les All Blacks, ça prouve que ton jeu est tel que tu ne laisses aucune opportunité. Et d'ailleurs, le seul essai des All Blacks, c'est sur une passe anglaise. Donc, tu vois un peu la largesse d'esprit des Anglais que d'offrir aux All Blacks, leur offrir un essai. On se rappelle, c'est à 5 mètres de la ligne, à lancer un peu trop haut. Il te dit, de toute façon, on va être contré à ce moment-là. La balle est choix dans les mains de Savea, hein, et qui va marquer. Donc, je sais pas si c'est le match le plus spectaculaire, mais pour moi, c'est le plus abouti. Parce que pour que ça soit un match spectaculaire, pour moi, c'est la demi-finale France-Australie de 87. Parce qu'il faut qu'il y ait un jeu de ping-pong, un échange, c'est-à-dire une équipe qui prend le dessus, une autre qui le reprend, le score qui change. Là, on a vraiment vu du début jusqu'à la fin, la mainmise anglaise. C'est-à-dire que les Blancs ont gagné. Comme aux échecs, les Blancs jouent en premier, sauf que là, ils n'ont jamais laissé les Noirs avancer un seul pion. Il y avait quelque chose d'assez marrant, je trouve, à suivre ce match, c'est qu'il y a cette entame de folie.
Et connaissant les All Blacks, on se dit tous à quel moment ça va basculer, à quel moment ça va basculer, à quel moment ça va basculer. Et il y a un côté inéluctable, ça ne bascule pas. Il y a cet accident qui ramène le score à 13-7. Je me souviens avoir dit, oh, fait chier, ça va se finir à 14-13. Oui, j'étais un peu pour les Anglais, je dois l'avouer. Et finalement, non. C'est à ce moment-là, je trouve que les Anglais ont été extrêmement solides, c'est-à-dire que ça les a pas fait douter un instant. Ils ont réinvesti le camp adverse, ils ont repris des points au pied. Et effectivement, leur match, ils l'ont bétonné, quoi. Ils l'ont construit intelligemment et ils en ont écrit toute la partition, en fait. Les All Blacks ont été spectateurs de ce match-là et c'est ça qui rend la performance. Dans un sens, si je dois faire un parallèle avec l'équipe de France, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça me rappelle le Irlande-France du dernier tournoi. Lorsque la France était acculée, subissait en permanence pendant tout le match, il y avait 24-0 après 1 heure de jeu et les Français voyaient pas le jour. Toute proportion gardée, évidemment, ça m'a fait penser à ce match-là. J'avais l'impression que les All Blacks c'était pas des enfants, pas des cadets, mais pas loin, quoi. Ils ont vraiment été muselés. Je sais pas quel autre mot on peut utiliser, mais pour rester sur une dimension. Enfin, la tactique, on sentait vraiment que les Anglais, même dans les ballons qu'ils rendaient, c'était calculé, c'est-à-dire qu'ils les rendaient à tel endroit et pas un autre, et que tout était sous contrôle. Et c'est un chef-d'œuvre, oui, stratégique. C'est un chef-d'œuvre en blanc. Moi, ce qui m'a un monochrome de Whiteman, c'est ça que tu voulais dire ? C'est magnifique. Non, ça me rappelle, pour rester sur une échelle de Coupe du Monde, la demi-finale de 99, la deuxième mi-temps, quand les Français prennent le match en main et que les All Blacks disparaissent petit à petit. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est assez étonnant à voir. Sauf que là, ça se joue sur 2 mi-temps et non pas une seule, ce qui rend la performance anglaise, à mes yeux, absolument unique. Ce match restera peut-être dans les 10 prochaines années comme une référence. Ok, on va attaquer le deuxième thème. T'as pas l'air emballé, Cricri ? Cricri, elle est pas emballée par le thème de l'émission depuis le début, donc. Ouais, tu passes pas tes vacances en Angleterre, toi ? Pas les Anglais, quoi. C'est ça. Ouais, bon alors enchaînons. Je disais que nous allons attaquer le deuxième thème et Eddie Jones, l'ancienne adjointe de l'Afrique du Sud, l'ancien sélectionneur de l'Australie qui va disputer sa 3e finale mondiale. Eddie Jones, que tu connais bien, Dom. C'est une personnalité un peu atypique, le sélectionneur australien de l'Angleterre, Dom ? Atypique, je sais pas, mais il a un fort caractère et oui, ce qui est tout de suite notable chez lui, c'est une espèce une assurance, une grosse assurance qui peut parfois le rendre un peu énervant pour certains, mais faut pas oublier, en plus de cette assurance, une intelligence et une curiosité. En fait, voilà, une curiosité insatiable. Il est toujours en train de chercher des idées, de regarder des choses, d'aller voir des entraîneurs dans tous les sports. Cet été, il est allé en Australie voir un entraîneur de golf pour savoir comment on occupe son temps quand on joue pas. C'est-à-dire que sur un terrain de rugby, comment Johnny May sur le bord de sa touche quand il a pas le ballon ou qu'il a 3 ou 4 ballons par match, comment il va trouver des moyens pour rester dans le match, pour quelle attitude, et voilà, ça va jusque-là. Alors, Eddie Jones, il faut savoir que le début de son histoire, c'est assez touchant parce qu'il est viré de l'équipe nationale d'Australie après une défaite record. Je pense qu'il s'est construit sur un fiasco, sur un échec. Il s'attendait pas à ça. Il était sur une ascension après s'être occupé des Brumbies et il a pris une claque terrible. Et je crois que cette éviction de l'équipe nationale australienne lui a permis de réfléchir. Et moi, je trouve ça touchant parce que il est pas sur une vision ascensionnelle de sa carrière, il est sur une chute brutale et je sais que ça a été compliqué pour lui de se reconstruire à ce moment-là, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est presque repartir de zéro par le vide et se créer un nouveau personnage d'entraîneur. Et puis il faut savoir qu'Eddie Jones, il dort pas, il dort 3-4 heures par nuit et quand vous travaillez avec lui, vous êtes son adjoint ou le capitaine de l'équipe nationale, il faut prévoir de recevoir des mails ou des SMS, des coups de fil à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dès qu'il a une idée, comme disait Dominique, qui lui traverse l'esprit. Il s'est un peu calmé. Avec les Anglais, il a un peu mis
il a un peu freiné ses ardeurs d'email intempestifs et nocturnes. Mais ce que tu disais, Richard, c'est vrai, sa carrière d'entraîneur national a commencé par un échec, mais il n'a pas mis la faute sur quelqu'un d'autre. Il a réfléchi et il a reconnu que c'était de sa faute. C'est-à-dire, il a expliqué qu'il avait voulu maintenir un style de jeu alors que Larkham, son ouvreur, s'était blessé et qu'il avait voulu maintenir le même style de jeu avec un autre ouvreur. Je suis désolée, donc j'ai oublié. Je crois que c'était Matt Guiteau, il me semble. Non, c'est pas Matt Guiteau. C'est pas Flatley. Qui était pas capable de jouer ce jeu-là et qu'il s'était entêté et ça lui avait coûté sa place, ça avait fait perdre des matchs et ça lui avait coûté sa place. Et il le dit et on sent qu'il a évolué. Du coup, que maintenant il a appris de cet échec. Et il a appris de cet échec et puis sûrement d'autres. Hein. Moi, je connais pas. Mais c'est vrai que c'est un personnage incroyable quand on voit au Japon comment il a réussi à transformer la mentalité de joueurs qui étaient très passifs à cause de leur culture, de leur respect de la hiérarchie. Les Japonais, ils avaient une passivité incroyable et il a complètement réussi à les responsabiliser, à leur faire prendre les choses en main. Et quand on a vu, moi, l'autre jour contre l'Écosse, quand j'ai vu les Japonais, à un moment, ça s'est chauffé avec les Écossais, c'est presque incroyable parce que ça c'est parti de très loin. Ça, on n'aurait jamais vu ça il y a 4 ou 5 ans. Ce qu'on rappelle qu'il a été sélectionneur du Japon aussi, Eddie Jones. Le miracle de Brighton, c'est lui, entre autres. Moi, je connais pas du tout le personnage, je l'ai jamais fréquenté, comme Dom peut le connaître depuis maintenant quelques années. Et donc, j'en ai qu'un regard extérieur et je suis assez bluffé par sa communication. On est dans un monde où il y a des actes, mais il y a aussi des paroles, et je trouve que ces paroles, elles sont à la fois toujours teintées donc de la confiance dont on parlait tout à l'heure, de beaucoup d'humour, et du coup, je trouve que ça dénote tout de suite de beaucoup d'intelligence, quoi. Je suis désolé de faire ce parallèle-là, mais quand je vois parfois les conférences de presse de nos chers sélectionneurs, pas que le dernier, les derniers en date, qui viennent là presque comme ils vont au tribunal, comme s'ils s'attendaient à être en permanence jugés, mis sur le reculoir, etc. Jones, j'ai le sentiment, et Dom, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il joue avec la presse, quoi. Il inverse le rapport de force. La phrase qu'il a sortie l'autre jour quand il dit, quand quelqu'un lui dit, mais vous avez laissé tomber George Ford. Mais non, je n'ai pas laissé tomber George Ford. Le rugby maintenant se joue à 23. George Ford, je l'ai pas laissé tomber. Il joue pas avec la presse. Je pense que c'est réellement ce qu'il pense. Mais c'est vrai qu'il a un humour très. On l'a encore vu aujourd'hui avec sa répartie, parce que Warren Gatland a dit après la défaite hier que ça arrivait parfois que des équipes jouent leur finale avant l'heure et qu'on verrait bien ce que ferait l'Anglais contre l'Afrique du Sud. Et Eddie Jones, on lui a posé la question en conférence de presse, il a dit « Vous souhaiterez bonne chance de ma part, Warren, pour son match pour la 3e place. » Ouais, voilà. Quand je dis juste qu'il joue avec la presse, c'est qu'à la fin de cette conférence de presse sur George Ford, il invite les journalistes à donnez-moi votre email et je vais vous lancer une invitation pour nous rejoindre dans le rugby moderne. Donc voilà, il a toujours un bon mot, quoi. Oui, et puis moi, ce que j'avais aimé aussi, c'est qu'il parlait de la pression. Vous aurez la pression. Il dit, attendez, il y a combien de journalistes dans la salle qui pensent qu'on va battre la Nouvelle-Zélande? Parfait, aucun. Vous appelez ça de la pression? On est tranquille. Tout le monde dit qu'on va perdre. Donc, pour nous, vous me parlez pas de pression. Et tout est comme ça. Il a même évoqué son épouse pendant une conférence de presse. Pour moi, Eddie Jones, c'est... Pardon ? Comme Colombo. Voilà, pour moi, Eddie Jones, c'est celui qui a animé cette Coupe du Monde grâce à justement sa communication. Une communication d'ailleurs dont il a fait profiter les joueurs, puisqu'il a lancé les Rising Suns, The House of the Rising Sun. Il en a fait les jeunes, mes fils qui vont éclore. Et donc ces jeunes-là, Hill et Curry, il les avait présentés comme étant ses fils qui vont éclore. Et ça, c'est de la belle com.
il a dit aux joueurs, quand il les a pris au début en 2016, parce qu'à chaque fois, Eddie Jones, il fixe un objectif qui est un peu du domaine de l'impossible. Il avait fait avec les Japonais, c'était battre l'Afrique du Sud donc au premier match de la Coupe du Monde. Et avec les Anglais, c'était bien sûr devenir champion du monde, mais il fallait quand même un petit peu plus parce que ils l'ont déjà été, les Anglais champions du monde. Donc il leur a dit que l'objectif, ça serait génial d'arriver à faire le match parfait. Et donc, il a pris comme exemple le 10 de Nadia, enfin, les 10 de Nadia Comaneci au jeu de Montréal à la poutre. Et il a dit, vous imaginez le rêve d'arriver à faire un match où on contrôle tout au point d'avoir un 10. Voilà, je trouve ça pas mal. Ils l'ont peut-être déjà fait. Ouais. Ils l'ont fait peut-être une semaine trop tôt. Pris l'essai de sa VA. Oui, voilà, non, c'est un 9,5, c'est pas un 10. Il y a encore de la marge. Il y a du boulot, hein. Non, mais ça montre un peu le personnage, le genre d'objectif qu'il fixe et les discussions que ça provoque. Est-ce que c'est possible? Ça serait super. Enfin voilà, il est toujours en train de chercher des sources de motivation pour offrir à ses joueurs. Très bien. La finale Angleterre-Afrique du Sud, ce sera donc samedi à 10h. Après, on peut préférer le match pour la 3e place. Nouvelle-Zélande-Pays de Galles la veille, vendredi à 10h. Vous avez un pronostic, jeunes gens, pour cette finale? England. Swing low, sweet chariot. J'en sais rien. Sincèrement... ça y est, t'as retourné ta veste. Non, mais je pense que... On m'a dit que t'allais parier pour les Sud-Africains. Je rejoins un petit peu Gatland. C'est vrai que l'histoire de la Coupe du Monde regorge d'équipes qui ont fait leur finale en demi-finale. La France en sait quelque chose. Je dis pas que ce sera le cas parce que je pense qu'ils sont autrement mieux préparés, les Anglais, et qu'il n'y a pas eu effectivement de diffusion de joie à la fin du match. Mais je pense que les Box sont capables de vraiment d'ennuyer cette équipe d'Angleterre là, de matcher pour le coup dans la puissance physique, ça il y a pas de doute. C'est un pronostic, c'est pas une analyse qu'on a demandé. J'en sais rien du coup. Je suis match nul. Je suis indécis. Non, je pense que l'Angleterre d'une courte tête. Mais il y aura beaucoup de points ou ça va faire 9-6 On n'a jamais dit ça. Non, je crois que ça va être. Je suis pas certain que ce soit une grande finale avec de grandes envolées. Non, ça c'est sûr. Ça va être un match de boucher. Je plus sois. Très bien, et bien merci tout le monde. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Richard Esco et Dominique Issartel. Merci Dominique. Merci à Marie Jaworski à la technique et à Camille Regache à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine et kamatez quand même.